Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette séance qui va nous permettre de parler de l'importance du contrat de travail et de ses avenants en tant que source de droit applicable dans votre entreprise. Quel est l'objectif de cette séance? Eh bien, comprendre l'importance des clauses contractuelles en tant que source de droit applicable donc dans votre entreprise. Voyons les points que nous allons traiter donc dans cette séance. Tout d'abord, une définition du contrat de travail, puis les différents types de contrats de travail existants. On parlera également du formalisme lié au contrat de travail, puis aux clauses particulières du contrat, comme par exemple la clause de non-concurrence ou la clause de mobilité, et enfin l'impact de ces clauses dans l'entreprise. Mais tout d'abord, bien sûr, et vous êtes habitués, je le sais maintenant, voyons le cas de Caroline, la question posée par Caroline. Alors voilà, une directrice de magasin dans l'équipe de Caroline, Françoise, qui a plus de 20 ans d'ancienneté, a annoncé à Caroline sa démission. Donc elle souhaite démissionner parce qu'elle a été embauchée en fait chez un concurrent de Kaikai qui lui propose un poste de directrice de magasin toujours, mais bien mieux rémunéré et avec une équipe plus importante. Alors Caroline s'interroge. Françoise a une clause de non-concurrence sur son contrat de travail. Et donc, a priori, cette clause semblerait interdire à Françoise d'aller travailler à la concurrence. Qu'en est-il exactement? Réponse dans quelques slides. Une définition du contrat de travail. Qu'est-ce qu'un contrat de travail? Eh bien, un contrat de travail, je vous donne la définition donnée par le Code du travail et la jurisprudence. Un contrat de travail, c'est un contrat par lequel une personne s'engage à effectuer un travail pour le compte d'un employeur et sous réserve ou moyennant une rémunération. Donc, 3 critères liés au contrat de travail, 3 critères, une prestation de travail, un lien de subordination et une rémunération. Qu'est-ce qu'un avenant au contrat? L'avenant au contrat, c'est un document écrit qui prévoit une modification par rapport au contrat initial. Exemple, un avenant de renouvellement de contrat à durée déterminée, ou bien un avenant qui prévoit une modification de lieu de travail, ou pourquoi pas encore un avenant qui prévoit une modification de statut pour un salarié. Ce ne sont que quelques exemples, il y en a des centaines d'autres. Quels sont les différents types de contrats de travail existants? Alors, il y a 3 types de contrats de travail dans notre Code du travail. Il y a tout d'abord le CDI, donc le contrat à durée indéterminée, qui est la forme en principe normale d'embauche. Le CDI à temps plein, c'est la forme normale d'embauche. Ensuite, vous avez le contrat à durée déterminée, qui ne peut être proposé aux salariés que lorsque on se trouve dans l'entreprise dans des situations qui permettent le recours au contrat à durée déterminée. Exemple, le remplacement d'un salarié temporairement absent ou bien le surcroît temporaire d'activité. Il y a d'autres motifs de recours, mais ces deux-là sont les plus fréquents. 3e forme de contrat possible, de contrat de travail possible, c'est le contrat de travail temporaire. Ces contrats peuvent être à temps partiel ou à temps plein. Quel formalisme doit être respecté lorsque on établit un contrat de travail? Alors pour le CDI à temps plein, aucun formalisme n'est imposé par le Code du travail. Alors certaines conventions collectives peuvent prévoir un formalisme, comme par exemple le fait de rédiger le contrat par écrit et le soumettre aux salariés dans un délai donné, mais cela n'est pas du tout prévu par le Code, hein. C'est vraiment éventuellement une clause conventionnelle. Autrement dit, le CDI à temps plein peut parfaitement être verbal. Il est tout à fait possible et autorisé en France aujourd'hui d'embaucher un salarié en CDI à temps plein de manière purement orale. Il vaut mieux faire un écrit, hein, bien sûr, parce que ça permet de préciser un certain nombre de clauses. Mais enfin, le CDI peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties de choisir. Autre formalisme, en matière de CDD ou de contrat de travail temporaire, la loi est beaucoup plus stricte. Elle oblige l'employeur à transmettre aux salariés un contrat écrit dans un délai qui est très strict, qui est un délai de 2 jours ouvrables après son embauche. Pour un contrat à temps partiel, qu'il s'agisse d'un CDI ou d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat d'intérim, il faut absolument un contrat écrit
avec un certain nombre de clauses obligatoires qui devront être précisées sur son contrat, comme par exemple la durée hebdomadaire de travail et la quotité de travail donc prévue. Venons-en aux clauses du contrat et à leur impact. Alors tout d'abord, première question, peut-on indiquer ce qu'on veut sur un contrat de travail? Alors oui, dès lors qu'on est ou qu'on respecte le principe ou le respect de l'ordre public et des bonnes mœurs. Autrement dit, on est là sous le principe de la liberté contractuelle. Autrement dit, on peut faire indiquer ce qu'on veut sur un contrat dès lors qu'on respecte quand même des principes de base qui sont les bonnes mœurs et l'ordre public. Sachant que toute clause contractuelle, à supposer qu'elle soit valable et donc respectueuse des bonnes mœurs et de l'ordre public, toute clause contractuelle engage aussi bien l'employeur que le salarié. Venons-en précisément à quelques clauses particulières. Et tout d'abord la clause de non-concurrence, qui est une clause qui interdit au salarié, après la rupture de son contrat, d'aller travailler chez un concurrent dans un périmètre déterminé et pendant une durée limitée. Cette clause, pour être valable, doit comporter une contrepartie financière. Et enfin, elle peut, le cas échéant, être levée par l'employeur si la clause elle-même prévoit la possibilité de la lever et dans les conditions prévues par la clause. Autrement dit, pour être valable, une clause de non-concurrence, par exemple, doit préciser qu'il est interdit aux salariés d'aller travailler chez un concurrent dans un périmètre qui peut par exemple être le département dans lequel a été embauché le salarié, pendant une durée limitée qui peut être par exemple une durée de 2 ans suivant la fin du contrat de travail, avec une contrepartie financière, avec par exemple l'indication précise dans le contrat que la clause sera rémunérée à raison de, je ne sais pas, moi je dis un exemple au hasard, 30% de la rémunération mensuelle qui sera versée donc aux salariés pendant les 2 ans d'interdiction donc d'exercer chez un concurrent. Autre clause possible, la clause de mobilité, qui est une clause qui permet à l'employeur de muter le salarié dès lors que le périmètre géographique est clairement indiqué sur le contrat et que la mutation s'exerce dans l'intérêt de l'entreprise. Alors, la clause de mobilité n'est pas une modification du contrat en tant que tel. Dès lors que le salarié l'a clairement accepté en signant le contrat qui prévoit cette clause ou l'avenant qui prévoit cette clause, eh bien, il sera par la suite tenu d'accepter la mutation envisagée par l'employeur. Ce ne sera pas une modification du contrat. Autrement dit, son refus d'être mobile, si cela a été clairement indiqué sur son contrat, pourra parfaitement entraîner un licenciement. Autre clause assez fréquente qu'on retrouve sur les contrats ou bien sur les avenants au contrat de travail, la clause de dédit formation, qui permet à l'employeur de se garantir un temps de présence du salarié dans l'entreprise après une formation particulière acceptée par ce dernier. Et cette clause permet de prévoir le remboursement par le salarié des frais de formation en cas de non-respect par le salarié de cette période de présence dans l'entreprise suite à la formation, sous réserve tout de même, nous dit la jurisprudence, que le coût de la formation soit supérieur aux dépenses obligatoires liées à cette formation. Enfin, autre clause relativement fréquente dans les entreprises, la clause d'objectif ou de quota, qui permet d'assigner aux salariés des objectifs chiffrés ou bien des quotas à atteindre. Cette clause peut être valable sous réserve bien sûr que les quotas ou que les objectifs soient raisonnables et compatibles avec le marché. Et bien évidemment, cette clause doit être révisée de manière régulière, et donc elle ne peut être valable que pour une durée donnée. Donc voilà quelques exemples de clauses qui peuvent parfaitement être indiquées dans les contrats ou par avenant au contrat. Alors comment répondre à Caroline? Caroline donc a une salariée qui lui a annoncé sa démission. Cette salariée a une clause de non-concurrence. Donc que doit faire Caroline? Eh bien tout simplement vérifier les données inscrites dans cette clause de non-concurrence qui a été signée a priori par Françoise et vérifier si elle est valable ou pas. Alors justement, Caroline a vérifié et voilà ce qu'elle nous dit. Elle nous dit que la clause de Françoise lui interdit de travailler dans le département des Côtes-d'Armor. Alors Françoise a été embauchée à Lamballe et elle souhaite aller travailler à Lamballe, pareil, donc même endroit. La clause indiquée sur le contrat lui interdit d'aller travailler chez un concurrent pendant les 2 ans qui suivent la fin de son contrat. Ok, a priori tout ça ça paraît parfaitement valable.
zut, Françoise a vérifié. La clause ne prévoit aucune contrepartie financière. Zut. Il manque donc un élément de validité. Ce qui signifie donc que la clause n'est pas valable. La clause de Françoise est nulle. Elle a beau avoir été indiquée sur le contrat de travail, elle est nulle parce qu'elle ne contient pas de contrepartie financière. Donc Françoise peut parfaitement, du jour au lendemain, à la fin de son contrat de travail, aller travailler chez un concurrent, même si la clause est indiquée sur son contrat, mais le fait qu'elle ne prévoit pas cette contrepartie financière l'entache de nullité et donc elle la rend absolument libre d'aller travailler où elle veut, pour qui elle veut. Et voilà, Caroline, il fallait vérifier la clause. Dommage, dommage. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette séquence. Peut-être les points de vigilance, avant de terminer tout de même. Les points de vigilance, eh bien tout simplement, penser absolument à se reporter au contrat de travail ou aux différents avenants au contrat pour connaître la situation du collaborateur et connaître éventuellement le degré de son engagement vis-à-vis de lui ou le degré de l'engagement du collaborateur vis-à-vis de l'entreprise avant de pouvoir répondre à une question précise. Voilà pour cette séance. On en est arrivé à la fin. À très bientôt pour une séance prochaine.